Ne pas faire la vraie guerre? Pourquoi commencer à appeler les militaires, les demander d'arrêter ou de reculer? Pourquoi ne pas foncer dans l'initiative de la guerre jusqu'au bout? Justement, c'est ça notre préoccupation. Parce que la paix aussi peut provenir d'une bonne guerre. Tout à fait. C'est ça maintenant notre préoccupation. Parce que comme je l'ai dit, les forces les FARDC, ils sont bien déterminés. Nous avons des militaires qui sont bien formés, appuyés par les patriotes qui sont prêts pour défendre leur territoire. Mais comme je l'ai dit tantôt, les problèmes se trouvent au niveau des commandements. Et s'il faut continuer la guerre, je crois, ce que peut-être je peux proposer au gouvernement, c'est faire le diagnostic, voir ce qui pousse, qu'on nous chasse toujours, qu'on récupère toujours nos agglomérations. Nous, on recule, nous, on n'avance pas. Il faut faire la diagnostic, voir ce qui pousse à cela, et que peut-être il faut corriger ça. Et si ça corrige ça, je crois que ça va aller de soi. Ça, c'est très bien de parler aussi franchement. Mais il y a aussi une autre situation qui inquiète beaucoup quand on parle de cette insécurité, de cette guerre d'agression, ce sont les déplacés. Quand on va dans le Nord Kivu, plus précisément à Goma, on les voit s'approcher de plus en plus de la ville. Les camps ont vraiment presque débordé. On voit la multiplication des jeunes mendiants dans les rues, même quand on va de l'autre côté aussi à Tchopo. C'est vrai que ça c'est pour autre chose, mais trop de mendiants, des enfants dans les rues. On parle des conditions sanitaires très compliquées, des vols, des violences aussi sexuelles à l'intérieur. Cette situation dure depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. Oui. Vous, en tant qu'élu, quand vous suivez tout cela, quel est votre ressentiment? Oui, vous savez, les gens pensent que c'est la ville là où il y a encore beaucoup plus de sécurité. Alors, ils fuient l'intérieur pour venir se concentrer en ville. Et nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est contacter les autorités, surtout le ministère des Affaires sociales, de voir la situation que les gens traversent là-bas. Ceux qui fuient d'abord, ils fuient sans rien. Là où ils sont, ils n'ont ni à manger, ni à se vêtir, parce qu'ils peuvent. Ils quittent sa maison telle qu'il est, tel qu'il s'est réveillé. Alors ils sont vraiment en difficulté. Alors le ministère des Affaires sociales, il doit faire son travail et faire tout le monde pour appuyer ces gens-là. Parce qu'ils ont vraiment besoin, de ça. Parce que, comme je venais de le dire, c'est vraiment une situation comme ça. Moi, personnellement, je ne parviens pas à expliquer. Je vais te donner l'exemple, peut-être que vous serez surpris. J'ai été, pendant les vacances parlementaires, je suis arrivé dans mon village, moi, chez moi, à Kitsumbero. Pas encore occupé? Pas encore occupé jusqu'à maintenant. J'arrive là-bas, mais les militaires qui ont reculé, si je peux dire ça, parce qu'ils disent repli stratégique. Ils viennent, quand ils arrivent dans une agglomération qui n'est pas encore occupée, maintenant, eux, ils occupent, parce que quand ils viennent en train de tirer des balles. Alors, la population se déplace, croyant que ce sont les rebelles qui arrivent, alors que ce sont des phares, malheureusement. Et ils arrivent là, ils habitent même dans les maisons des civils. Moi, chez moi, ma chambre que j'occupe, moi, quand je suis en vacances, chez moi, est occupée par un militaire. Quelque chose qui est vraiment déplorable. Alors, ils se partagent les chambres, les militaires, les civils. Bon, quand vous leur reposez, bon, maintenant nous allons où? Et aussi. Alors, peut-être je peux demander au gouvernement aussi de songer vraiment mettre les militaires dans leurs conditions. Parce qu'ils sont obligés de le faire. Et vous voyez, vous ne pouvez pas les chasser, aller dormir dans l'eau extérieur, là, sous la pluie qu'on sort, on est obligé de rester avec eux. Alors j'ai dit non, ça il faut que le gouvernement passe. Ils ont réfléchi sur ça, parce que c'est déplorable. Et militaires c'est partagé. Mais vous êtes élu, le gouvernement dit que en ce moment, on dépense, on n'avait jamais autant dépensé de l'argent pour l'armée. Mais cet argent va où? Vous êtes élu, vous contrôlez au niveau de l'Assemblée nationale et vous vivez la réalité sur le terrain. C'est pourquoi justement j'ai dit qu'il faut faire des diagnostics. On peut bien dépenser beaucoup d'argent, mais on affecte ça à quoi? C'est ça. Et nous-mêmes, quand nous arrivons même sur le terrain, parce que nous les voyons, les militaires, nous les voyons sur le terrain, ils disent qu'ils sont en difficulté aussi. Et que des fois, ils peuvent même faire 2-3 jours sans manger. C'est déplorable. Vu que la situation est tellement dramatique, est-ce qu'il vous est déjà traversé à l'idée de demander ce dialogue humiliant que le président de la République ne veut absolument pas entendre parler, celui avec les rebelles du M23? Bon, est-ce que d'abord, il n'y a pas M23? La guerre qui nous est imposée,
c'est la guerre, c'est le Rwanda. S'il y a pas, c'est pas de M23. C'est pas le M23. C'est pas M23. Parce que même ces M23 là, si vous leur demandez pourquoi ils se battent, ils auront difficile à vous expliquer pourquoi ils se battent. Je crois vous vous rappelez, vous avez suivi dernièrement les chefs là des rebelles, c'est AFC ou AFC, Corneille Nangaa. Au départ, ils disaient qu'ils viennent chasser le pouvoir à Kinshasa, qu'ils vont aller jusqu'à Kinshasa. C'est ça qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, ils commencent à dire que non, nous avons le sud Kivu, nord Kivu, ceci, et alors nous installons. Donc, avant, c'était aller à Kinshasa, aujourd'hui, maintenant, ça arrête. Comme pour dire, même ne savait pas pourquoi ils se battent. Donc, c'est lui qui sait pourquoi, c'est lui qui connaît les objectifs de cette guerre, c'est le Rwanda. Alors, peut-être s'il y a question de dialogue, c'est peut-être dialoguer avec ce Rwanda-là, donc avec Kagame. Mais aussi, est-ce qu'il est prêt? On peut dialoguer avec quelqu'un qui... Parce que vous avez suivi. Il n'a pas été. Le chef de l'État, lui, il cherche tous les moyens possibles pour que la paix revienne chez nous, dans le pays des Grands Lacs. Mais vous avez suivi, il n'y a plus à développer parce que tout le monde a suivi. Ça, c'est humiliant. Oui. En tant que caucus des élus du Nord Kivu, est-ce que vous avez eu à formuler des propositions au président de la République et vous l'avez senti aussi proactif quant à ce... Oui, nous sommes en train de le formuler. Par exemple. Nous sommes en train de le formuler. Par exemple. Parce qu'hier, avant-hier, d'ailleurs, on était à réunion de caucus, même aujourd'hui, continuer, et nous sommes en train de formuler des recommandations à présenter au président de la République. Et dans besoin, s'il pouvait nous recevoir, nous avons des recommandations à lui donner. Alors, parmi ces recommandations, il y a en ce moment ce débat sur la révision ou le changement de la Constitution, qui, visiblement, tient à cœur au président de la République. Est-ce que ça ne va pas être un danger de balkanisation, comme les opposants le disent, c'est-à-dire les populations dans le Nord Kivu souffrent d'un problème de sécurité, et à Kinshasa, on pense à organiser un référendum ou une réflexion sur la Constitution. Est-ce que ce n'est pas un peu... Pour moi, pour le moment, c'est que la priorité, c'est d'abord la paix chez nous. Parce que je ne saurais pas réfléchir sur la Constitution, révision, changement, pendant que maintenant, même au moment où je vous parle, je ne sais pas où est ma mère. Elle a fui, mes frères ont fui, je ne sais pas où ils sont. Alors, me demander de réfléchir maintenant sur la Constitution pendant que mes parents sont dans la brousse, je ne saurais pas. Donc, pour le moment, ma priorité, moi, c'est d'abord la paix chez nous, et c'est peut-être après que je peux réfléchir sur la Constitution. Donc, autre chose à essayer concerne ça, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une approbation. C'est ça. Vous pensez juste que ce n'est pas une priorité? Pour le moment, vraiment, ce n'est pas une priorité. La priorité, d'abord, c'est chez nous. La guerre, que la paix revienne chez nous, que mes parents viennent rester encore dans leur maison, dans leur chien, que mes frères viennent. C'est ça. Donc, c'est ça la priorité. Ça, c'est bien, ok. On va peut-être terminer avec un message à l'endroit de vos élus. Parce que c'est les vacances parlementaires, je crois que vous allez encore retourner. J'espère que cette fois, vous allez trouver votre chambre vide. Ou au pire, le village sera toujours sous contrôle des FARDC pour que vous puissiez dormir et ne pas vous noyer sous la pluie. Oui, je vais trouver ma chambre vide, mais il n'y aura personne. Ma mère n'est pas là. Mes soeurs, mes frères ne sont pas là. Maintenant, je vais rester là avec qui? Alors, c'est toujours un problème. Les messages, ce dernier temps, on ne sait pas quel message il faut vraiment adresser à la population. Je ne sais pas. C'est le même message de compassion. C'est bientôt les fêtes. Les fêtes, on ne réfléchit même pas. On va fêter comment pendant qu'on est de la brousse? Je venais de vous dire que maintenant même, je ne sais pas où sont mes parents. Alors, comment préparer la fête pendant que vous ne savez pas où sont vos parents? Là où ils sont, je ne sais pas comment ils vivent là-bas. Alors, c'est pratiquement difficile. Le message pour la population, c'est seulement le message de la compassion. Peut-être pour le gouvernement de faire tout, vraiment pour qu'elle se là-dessus. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Même ceux qui ne se sont pas déplacés, qui sont restés dans le village, dans les agglomérations, il y a même plus, même si tu peux avoir 1000 francs, tu ne sauras pas où acheter, où acheter quelque chose. Tu as besoin de sachets c'est pas moi, de sel ou de savon. Parce que toutes les boutiques sont fermées, les gens ont fui. Alors, la situation est très catastrophique. Et ceux qui ont fui, et ceux qui sont restés. Et c'est pourquoi vraiment le gouvernement, il faudra vraiment qu'il intervienne. Les plus tôt d'ailleurs. Les plus tôt sur le message. Ça, c'est le message que j'ai là sur le gouvernement. Et l'autre message, je le répète encore. Allez-y. Il faudra que les gouvernements, et c'est tous les ministères de face et les autorités militaires, qu'ils fassent le diagnostic. Pourquoi nos militaires reculent chaque jour? Pourquoi? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Il faudra qu'ils relèvent ça.
Alors, c'est peut-être à partir de ça qu'on sera dit non, voilà ce qu'on peut encore faire. Je vous ai dit que les militaires, nous en avons. Nous en avons très formés, très engagés. Parce qu'on les a toujours trouvés là-bas quand nous y allons en vacances parlementaires. Mais ils vous accusent toujours les commandants. Quand on demande de reculer, les Ouazalendés aussi écoutent, ils obéissent à ce même commandement-là ou bien eux, le commandant des opérations, il est unique. Parce qu'à un moment, vous avez dit qu'il y avait quand même une confusion dans la chaîne de commandement. Non, ces derniers temps, ils obéissent tous au commandant des opérations. Alors vous comprenez que c'est difficile. Merci beaucoup, honorable Siwako Makouké Kapako, pour votre intervention. Nous retiendrons ce message de compassion à l'endroit de tous vos électeurs. Je rappelle que vous êtes élu de Loubero, en situation très difficile, très critique maintenant. En ce moment, on ne sait pas comment l'année va se terminer, si ce sera toujours entre les forces loyalistes ou bien il va se passer autre chose qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. On espère vous retrouver très prochainement pour en parler. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité, M. Évariste Kalala, le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il est chargé des questions juridiques.